Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille sur le gratin Bertrand Usil. Bertrand est le cofondateur avec Jérémy Cléda de Welcome to the Jungle. Vous pourrez le retrouver sur le site et sur les réseaux sociaux de Welcome to the Jungle que je vous mets dans les notes de l'épisode, mais aussi sur son compte Instagram qui vaut le détour et également sur LinkedIn. Alors comment vous décrire Bertrand ? Né en Indonésie, il commence sa vie dans des conditions d'extrême pauvreté. Orphelin, il a l'immense chance d'être adopté par deux Français, les Usil donc, qui l'accueillent et deviendront sa nouvelle famille. Cette chance, cette opportunité, ce sentiment de reconnaissance, Bertrand ne l'oubliera jamais. Il grandit en France, mais sait qu'il est différent de ses autres petits camarades de classe. Cette différence ne le quittera pas et il finit par s'orienter vers des métiers créatifs et en faire sa force. Après plusieurs expériences entrepreneuriales dans la production de contenu, il finit par créer avec Jérémy Welcome to the Jungle en 2015. À peine 4 ans plus tard, Welcome to the Jungle compte 150 collaborateurs et est devenu une vraie référence du monde des RH en France. Alors vous imaginez que j'étais comme une dingue et qu'on a parlé de plein de choses qui me passionnent. Culture d'entreprise, débrouille au démarrage quand on n'a pas de fonds, management, gestion de la croissance, répartition des rôles entre associés ou encore la difficulté de garder une vie personnelle équilibrée quand on vit littéralement pour sa boîte. Je vous préviens, une personnalité et une histoire comme celle de Bertrand, ça ne court pas les rues. Alors prévoyez d'être impressionné et ému. Ça a été en tout cas le cas pour moi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Bertrand Usil. Salut Bertrand et bienvenue sur le gratin. Salut Pauline, merci pour ton invitation, ça me fait très plaisir. Et ben moi aussi, surtout qu'on est chez vous, j'ai visité là de A à Z les divers étages Welcome to the Jungle, c'est impressionnant, ça fait plaisir. Ouais, c'est gentil. Et j'en ai parlé un peu en intro, mais surtout quand je vois le chemin parcouru, parce qu'on s'était rencontrés il y a, honnêtement, je pense, c'était quoi, il y a 6-7 ans? Il y a 4-5 ans, ouais c'est ça, exactement, il y a 5 ans, à mon avis, ouais. Et à l'époque, c'était toi avec ton baluchon en train de faire les premières vidéos Welcome to the Jungle. Exactement. C'est quand même assez dingue quand on y pense. Ouais. Vous êtes combien là maintenant? Écoute, on a un peu plus de 150 aujourd'hui, puis on recrute énormément encore. La croissance est au rendez-vous heureusement, et puis on ouvre surtout là, c'est vraiment l'enjeu du moment, c'est que l'international. Cool. Donc plein de choses. On va parler de tout ça. Bon, mais avant ça, il y a quand même une vie avant Welcome to the Jungle et j'aimerais rentrer là-dedans pour comprendre justement qui tu es, Bertrand. D'accord. Parce que souvent tu es en train de recruter, mais maintenant c'est moi qui te recrute. Est-ce que tu peux m'expliquer, enfin juste si on commence par le commencement, en fait, d'où tu viens, qui tu es, comment était ta famille, et puis question subsidiaire, d'où vient ta passion pour la création, puisque c'est quand même ton job aujourd'hui chez Welcome. Alors, très vaste question, parce que d'où je viens, moi je viens de Jakarta. Ouais. T'es né là-bas ? Je suis né là-bas, j'ai été adopté quand j'avais 4 mois. Je suis arrivé donc en France à 4 mois. Je suis fils unique. Mes parents, lorsqu'ils m'ont eu, ils ont eu beaucoup de mal à m'avoir. Donc, lorsqu'ils se sont posé la question d'avoir un petit frère ou une petite sœur pour moi, en fait, ils se sont dit, c'était tellement dur d'avoir déjà Bertrand. Est-ce qu'on se remet en quête d'un nouvel enfant? Non, ils se sont dit non. Donc, j'étais fils unique. Ça a été un fait assez marquant d'être adopté parce que ça amène deux choses. C'est qu'évidemment, on a toujours ce sentiment de redevabilité. C'est un truc qui est assez puissant chez un enfant. Et même si tes parents te disent tous les jours qu'il n'y a aucune raison que tu le sois, c'est comme ça. Tu te sens redevable envers plein de choses, envers même ton pays qui t'a accueilli, etc. Donc mais ce qui est aussi assez beau, c'est pas que négatif, au contraire. Et puis aussi, il y a ce sentiment aussi parfois d'être très seul. Parce que quand on est fils unique et puis un peu adopté par son pays, on se sent pas toujours légitime ou à sa place. Voilà. Donc moi, c'est un peu le sentiment un peu partagé d'être à la fois très heureux, parce que je suis tombé dans une merveilleuse famille et puis dans un merveilleux pays, et à la fois sentiment un peu de pas toujours être à ma place, et puis parfois aussi très seul parce que t'es enfant unique. Et cette création, je pense qu'elle est venue un peu de là, parce que je me suis inventé un peu soit des personnages, soit une vie un peu à côté, soit une vie que j'aurais pu avoir. Et puis quand t'es enfant unique, tu joues avec tes jouets, tu t'inventes des histoires, tu te crées un imaginaire pour être un peu moins seul. Dit comme ça peut paraître un peu glauque, et voilà, mais au contraire, c'est vraiment plutôt, même avec le recul, je me dis que c'était quand même très 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 positif, parce que c'est vrai que ça m'a permis de ne pas me sentir seul en m'inventant plein de choses, et sans toujours en étant dans la réalité, mais pour autant je pense que la création
Et vraiment, au tout début, la genèse de la création est venue là, je pense. Voilà, en tout petit, j'ai voulu aussi me créer mon propre imaginaire comme ça. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que alors moi-même j'étais extrêmement introvertie étant petite et alors moi pour le coup je me suis réfugiée dans la lecture. J'étais un vrai rat de bibliothèque, tu vois, et je faisais que ça. Effectivement, j'avais pas d'amis globalement, faut être clair, à part mes amis imaginaires qui avaient des noms. Il faut être assez clair. Ah oui, j'étais vraiment... j'étais perchée. D'accord. Mais bon, mais en revanche j'ai parlé à pas mal de créatifs justement, et c'est marrant, c'est cette histoire de alors solitude, je sais pas, mais en tout cas de sentir un peu une différence et un besoin en fait de se créer un univers, d'inventer un univers et de s'entourer de personnes en fait que tu as choisies aussi. Tout à fait. C'est assez fort, je trouve, chez les créatifs, et je trouve ça assez beau. Et en effet, tu as tout fait raison. Moi aussi, pour avoir discuté pas mal de créatifs, je pense que c'est un peu le point commun qu'on a tous, c'est qu'il y a un moment de notre vie où on s'est senti un peu seul et où ce besoin en tout cas de créer autre chose. T'as eu l'occasion de retourner, j'imagine, à Jakarta ou... Alors j'y suis. Mes parents, j'avais une dizaine d'années. On faisait un voyage en Australie. Et ils m'ont proposé de faire un petit détour par Jakarta pour me montrer l'orphelinat et d'où je venais. Et ça a été. Alors quand t'as 10 ans, tu vois, tu sautes au plafond, tu dis ah génial, je vais voir d'où je viens, voilà. Le truc, c'est que j'étais pas vraiment préparé et je me rendais pas compte en fait de la différence. Donc moi j'arrivais, donc toi je suis arrivé à Jakarta, il devait être je sais pas des 22h, voilà, il devait être 22h, il était tard. Voilà, j'ai tout de suite dit à mes parents je veux aller voir mon orphelinat, etc. Et déjà il y a un choc culturel qui est énorme, c'est que moi j'arrivais avec mon petit pantalon en velours, tu vois, ta petite chemisette à carreaux, et puis tu vois tous ces enfants. À qui tu ressembles, hein, très clairement. Tu peux être, ça et peut que être tu aurais toi, pu être, ou pas, et même plus loin, si on va plus loin, que j'aurais dû être, tu vois, parce que voilà. Et donc c'est vrai que ça a été un choc émotionnel assez fort qui m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, je pense que même dans ce que j'ai essayé de faire plus tard, je pense que ça a eu un impact aussi très fort et ça a eu une résonance très forte en moi. Et l'orphelinat, quand je suis arrivé, était fermé. Mais fermé pas pour toujours, parce que la personne qui m'avait accueilli dans l'orphelinat, qui s'appelait Boudi Wayoni, et là, c'était vraiment la déception, qui a été décédée 6 mois avant d'une grippe. Donc, ça a été pour moi vraiment un peu l'effet couperet. Je me suis dit, non, merde, c'est pas possible. Là, j'ai pas de bol, là. Tu vois, entre le choc culturel, l'orphelinat où je me faisais une joie de retrouver un peu mes racines, mes origines, et puis l'envie profonde de me dire, de voir cette femme qui m'avait, entre guillemets, accueilli, même symboliquement sauvé, je m'étais dit bon bah voilà. Et tout ça s'était anéanti du jour au lendemain, et donc voilà, un rêve qui devient un peu un cauchemar. Et puis je dis à mes parents bah allez go, on va en Australie direct, parce que là ça va pas le faire. Donc voilà, donc j'y suis retourné, c'était la première et la dernière fois que j'y suis retourné. Et puis j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai des enfants. Aujourd'hui j'en ai 2 qui me demandent absolument d'y retourner, et donc ce sera évidemment pas le même voyage et la même approche. Et puis heureusement j'ai grandi, donc bien sûr. L'émotion sera différente et on va mieux la gérer. Mais c'est vrai que ça a été très violent. Mais encore une fois, c'était un vrai cauchemar. Pour le coup, ça a été vraiment un truc à revivre. Je sais pas sûr j'aurais envie de le revivre, mais finalement ça a eu un impact, je pense, assez positif derrière, parce que je me suis dit que voilà, il fallait absolument que je fasse quelque chose de ma vie. Non mais je comprends, c'est incroyable en fait, comme j'imagine, tu nais avec une maturité, enfin pas tu nais, mais du coup à l'âge de 10 ans, tu as une maturité qui est incroyable par rapport à un enfant de 10 ans, où tu te rends compte de la chance que tu as. Exactement. C'est une chance fou, inouïe, en fait. Une chance inouïe. Et puis alors c'est vrai que ce qui était d'autant plus choquant, c'est que ces enfants n'avaient pas l'air malheureux. Tu vois, t'as limite envie de te dire, bah attends, ils ont s'embillé avec rien, je sais pas de quoi ils bouffent, mais objectivement, ils vivent dans des taudis. Ils n'avaient pas, et c'est ça qui m'avait vraiment étonné, c'est qu'ils n'avaient pas l'air malheureux. Et c'est un peu ça la leçon de vie aussi, c'est que il y a certains regards d'enfants, je les ai encore dans ma tête, et je me dis, mais parfois, ça te permet parfois de relativiser un peu et de te dire, t'aurais pu être cet enfant, pas forcément malheureux d'ailleurs, mais qui n'aurait pas eu cette même vie, et puis t'aurais peut-être dû gérer autrement. Ça tient un peu de choses. Exactement. Donc tu commences à créer. Comment est-ce que tu commences à créer ? J'ai lu, il me semble, que tu te passionnes pour le piano. Ouais, alors j'avais une chance, je me suis rendu compte très vite que j'avais une chance inouïe, comme tu peux le dire, d'être bien accueilli dans un super pays par une super famille. Pour autant, j'avais pas encore mesuré l'importance de l'école. et j'étais nul à l'école. J'étais nul, mais t'as pas idée, ça m'intéressait vraiment pas.
Et disons que quand on est créatif, c'est souvent le cas parce qu'en fait, tu t'es censé rentrer dans un cadre. Enfin, d'ailleurs, c'est un vrai problème, mais bon. Et je dessinais, je bavardais vraiment, j'en avais rien à foutre. Mais il y avait un truc qui me passionnait et un truc, voilà, je ne sais pas, je me l'expliquais pas. Je voulais jouer au piano. Je voulais jouer au piano. Il y avait une raison. Enfin, j'avais écouté, mes parents écoutaient de la musique. Tu vois, c'est pas, je vais pas te raconter d'histoire. Je sais pas comme si j'ai écouté Beethoven. Je dis, un coup, je vais jouer Beethoven. J'ai écouté Michel Berger, Elton John, et j'ai dit, tiens, je veux faire du piano comme eux, quoi. Tu vois, donc on n'était pas sûr on était plutôt sur la volonté de jouer du piano et de faire de la variette pour s'amuser dans son salon. Et mes parents, en fait, m'ont dit, bon, bah, écoute, mon petit gars, si tu veux jouer au piano, pas de problème. Mais vu que t'es nul à l'école, on va pas te faire mode au piano sympatoche, tu vas faire du conservatoire. Ah ouais. Je suis, oh la vache. Et là, je rentre en conservatoire, je dois avoir 5-6 ans. Et donc, c'est donc obligatoire, solfège et tout ce qui va avec. Et j'adore. Et j'adore ça. Et je me prends de passion pour le piano et je veux devenir pianiste, concertiste. Voilà. Donc, je fais toute mon enfance et / adolescence au conservatoire. Je continue à être nul à l'école, mais comme le conservatoire, ça allait. Mes parents, tu vois, ça compensait. Donc, tu vois, dans les dîners en ville, ça les emmerdait pas trop. Tu vois, voilà. Ça allait. Bon, ton fils est très bon au conservatoire. Oui, d'accord. Donc, ça compensait. Et voilà. Donc, je voulais vraiment devenir pianiste concertiste pour une raison, qui était bien au-delà de. C'est ça qui est marrant, c'est qui était bien au-delà de jouer au piano, c'était de voyager. Parce que je m'étais évidemment intéressé un peu à la vie de ces pianistes concertistes, et ils parlaient beaucoup de leur voyage, et qu'en fait ils jouaient au piano dans le monde entier, et je trouvais ça fascinant dans les plus beaux endroits de la Terre. C'est clair. Et ça me fascinait, et je me dis, moi je voudrais absolument faire ça. Et donc c'était limite plus ça qui me tu vois, le challenge, c'était vraiment de dire, allez, faut que je devienne ce pianiste-là pour pouvoir voyager. Et puis malheureusement, et c'est un peu le côté dur, difficile de tous ces métiers artistiques, mais c'est valable pour la danse, c'est valable pour pour le chant, pour tout ça. À un moment, il y a l'écrémage. Et puis, c'est quasiment peu ou prou la veille de mon bac, où je reçois une lettre, et c'est ma mère qui la lit, parce qu'en plus, moi, j'étais mineur à l'époque, donc c'est adressé à ta mère. C'est adressé à ma mère, et c'est elle qui l'ouvre et qui le lit. C'est une lettre du conservatoire, et elle lit, et je vois sa tête changer, et elle me dit, bah, tu n'es pas pris pour l'année prochaine. Donc voilà, donc là, la veille du bac, sympa, quoi. Ouais, quasiment, ouais, tu vois, 2 mois après, voilà. Donc là, je me dis, merde, enfin, moi, en plus, mes parents avaient tout préparé. C'était vraiment, tu voulais que ça soit ta vie, quoi. J'étais censé vivre entre Nancy, enfin bref, voilà, c'était vraiment un conservatoire Nancy, et un peu à Londres. Enfin bref, c'était vraiment tout s'effondre d'un coup. Puis surtout, tu te dis, mais attends, maintenant, j'ai jamais pensé à autre chose. C'est comme moi, j'ai des potes sportifs, ils me disent, mais si demain ma carrière s'arrête à 17 ans, et voilà. Et ben moi, c'était un peu la même chose. Et donc, je me suis dit, bah merde, qu'est-ce que je vais faire? Je rencontre un oncle qui est prof de marketing dans une école un peu post-bac. Donc, je me retrouve là-bas, je fais Dauphine en parallèle. Enfin, voilà, je m'emmerde comme un rat mort. Et je m'emmerde tellement en cours qu'un jour, je suis avec mon ordinateur en cours et je tape sur Google studio de musique. Pourquoi ? Parce que la veille, j'avais vu une interview de Mathieu Chédid à la télé. Je ne sais plus quelle émission. Il était interviewé dans un studio. Et je voyais le studio derrière, je dis mais ça a l'air fascinant, c'est quand même fou, j'ai fait de la musique quasiment toute ma vie. J'ai jamais vu ça. Et j'ai jamais vu un studio. Et je dis mais attends, donc voilà. Et donc le lendemain matin, je suis en cours, je m'emmerde et je tape studio de musique et j'étais quai de Flandre à l'époque et je vois que le studio le plus proche c'est le studio Bastille. Studio de la Seine à Bastille. Donc écoute, après les cours, je m'arrête, je me prends mon sac à dos et je me barre et je vais à ce studio là. Et je rentre et alors étonnamment, je sais pas si c'est encore le cas parce que je suis pas retourné, mais studio de la Seine à l'époque, tu pouvais rentrer et comme ça, comme dans un moulin, et puis tu rentrais, t'avais des couloirs, donc je voyais il y avait plein de studios, c'était un grand studio, et donc t'avais des studios, donc c'est un peu comme un mariage, t'as toujours les gens ils te posent pas de questions parce qu'ils pensent toujours que t'es un peu le pote de la mariée ou du marié. Ouais, c'est ça, t'es le wedding crasher du studio, quoi. Donc là je regardais, j'étais fasciné par l'endroit. C'est incroyable. Donc je dois rester au moins un quart d'heure, 20 minutes, puis à un moment il y a une femme qui vient me voir, elle me fait mais Bertrand, qui êtes-vous, vous êtes qui, jeune homme? Et je m'appelle Bertrand, voilà. Elle s'appelle Sylvie. Et cette Sylvie, elle a eu un grand rôle dans ma vie parce que elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, bah écoutez, vous êtes gentil jeune homme, vous avez l'air très mignon, vous êtes très sympa, j'aime bien votre histoire parce que je lui raconte qui je suis. Mais vous pouvez pas rester ici, quoi. C'est un lieu de travail. Donc, mais par contre, j'ai des amis qui travaillent dans la musique et puis s'ils viennent au studio, je vous parlerai de vous et s'ils veulent bien vous accueillir, vous montrer leur métier pendant une journée ou 2, je vous appellerai. Je dis, bah, super, jamais elle m'appellera. Et bah, si elle l'a fait, un mois et demi ou 2 mois après, elle m'a appelé. Sylvie. Et Sylvie m'a présenté un mec qui s'appelait Sylvain, qui s'appelle toujours Sylvain d'ailleurs, qui à l'époque avait 45 ans, tu vois, moi j'en avais à peine 19, tu vois, donc il y avait une grosse différence d'âge. Et Sylvain était ce qu'on appelle
arrangeur. Donc en fait, c'est lui qui après le montage, le machin, il fait vraiment le mix les sons, etc. Et ce Sylvain m'a accueilli pendant une journée pour me montrer son métier. Et puis je suis resté le surlendemain, ça a duré une semaine. Et puis au bout d'une semaine, il m'a dit bon, écoute Bertrand, voilà, c'est fini. Mais si un jour j'ai une autre production, je t'appellerai. Et puis il me rappelle quelques mois après, en me disant là j'ai une grosse production, c'est à Villetaneuse, à Saint-Denis. Donc moi j'ai pas de scooter, j'ai pas de voiture, j'avais rien. Mais il faut que tu te démerdes si tu veux venir. Bah voilà. Et les prods ça commence à 4h du matin. C'est incroyable. Parce qu'il faut monter, tu sais, tous les instruments en amont avant que les artistes arrivent, faut tout placer, etc. Donc faut aller. Et donc voilà. Et pendant 3 mois et demi, gratuitement. Mais j'ai appris le métier grâce à lui. Ouais. Voilà. Et puis en fait 3 mois et demi est devenu 1 an. Et puis 1 an est devenu 10 ans. Voilà, on est resté pendant 10 ans ensemble. 10 ans, t'as fait ça. On a monté des boîtes de prod ensemble, on a fait plein de trucs. Mais ça, je trouve ça dingue. Alors, j'adore cette histoire. Bah, tu l'avais certainement racontée, je la connaissais pas. Mais déjà, en fait, learning numéro 1, en fait, juste par passion, tu fais un truc gratuitement. Ouais. Et en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui commencent comme ça. J'aurais été même à payer pour le faire. Ouais, mais c'est ça. Ouais, juste, t'es là pour apprendre. T'es là pour apprendre, quoi. T'apprends dans le dur. Et en fait, juste, c'est un conseil, je pense que je sais pas si tu le donnes autour de toi, mais oui, on peut pas toujours travailler gratuitement dans sa vie, mais en fait, sincèrement, quand tu veux vraiment quelque chose, c'est aussi un moyen comme un autre d'apprendre, quoi. Puis l'avantage d'avoir 19 ans, c'est que c'est tout ce que t'as à perdre par apprendre. Bien sûr. Voilà, moi je pense qu'il y avait j'étais animé par une passion, par quelque chose où je me disais, mais je suis à ma place. On parlait de tout à l'heure, à l'instant, de pas forcément toujours se trouver à sa place. C'était souvent été mon cas. Et là, je me disais, il y a des endroits comme ça dans la vie où tu te dis, c'est ici, c'est là, avec lui, avec elle, et tu t'expliques pas. Et en fait, à un moment, dès lors que tu l'expliques plus et que c'est comme un coup de foudre, tu sais bien pourquoi t'es là et pourquoi t'as le cœur qui bat. Et ben moi, c'était la même chose. Je me disais, mais je serais prêt à tout plaquer là pour vivre ce moment-là. Et pourtant, c'était pas glamour. J'étais avec des fils, des câbles, entre une harpe et un piano, et à placer des guitares. Il y avait Sylvain dans le micro qui me disait à gauche, à droite. Enfin, tu vois, il y avait rien de sexy sur le papier. Mais moi, j'aurais pu. J'étais tellement heureux. Et j'ai l'impression d'apprendre et de me dire que ça allait me servir de toute façon, quoi qu'il advienne. Et puis, il y avait une discipline aussi. Moi, qui avait toujours eu des doutes sur moi, sur la discipline, sur la pugnacité. Voilà. Tous les matins, je me levais très, 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 très tôt. Je me démerdais, j'avais même économisé à côté pour tenter de payer le taxi pour rentrer tard le soir. Enfin, vraiment, j'ai fait des. Avec le recul, t'es même impressionné par ce que t'as fait. Ouais, non, mais vraiment, parce que tu vois, avec le recul, je me dis, mais franchement, ça avait limite parfois aucun sens, quoi, tu vois. Et puis donc voilà, ça a duré quand même un bon bout de temps, Villetaneuse. Voilà, donc ces studios-là, même, les propriétaires sont devenus des amis. Comment j'ai fait des prods tout seul pour moi, ils me le prêtaient le soir. Ils attendaient que les artistes partent. Et puis j'avais les clés du camion à partir de 23h en général. Et je travaillais toute la nuit. Donc voilà, c'était assez. Mais ça à refaire, je le referais 1000 fois pour le coup, tu vois. C'est parce que exactement ce que tu disais, Learning 1, c'est ça. Je pense qu'en effet, c'est très. On en parlera aussi pour Welcome. Au début, tu m'as connu, je travaillais pour rien. Sûr. Et je trouve que c'est très difficile de travailler quand tu as l'impression que tu n'es pas payé parce que tu as l'impression que ce que tu fais n'a aucune valeur. Et ça, c'est très compliqué. En l'occurrence, je trouve que tu as une passion et que tu le fais pour apprendre, je trouve que la plus grande valeur, justement, c'est de se nourrir et de s'enrichir. Et là, tu y trouves quelque chose. Voilà. Donc là, pour moi, ça n'avait pas de prix de me nourrir et de m'enrichir à cette époque. Et puis, encore une fois, qu'est-ce que j'avais à perdre? Donc voilà, donc ça, c'était fabuleux. Sylvain a malheureusement a eu quelques petits pépins de santé. Et moi, j'arrivais un peu à un croisement dans ma vie qui était un peu le sens que je donnais à mon travail. Ouais, c'est ça, j'allais te dire. Au bout de 10 ans, quand même, tu commences à te poser des questions. Tu te dis, OK, maintenant, du coup, tu avais quoi, 28, 29 ans? Ouais, exactement. Tu te dis, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je reste là ou est-ce que je passe à autre chose? Exactement. Et exactement, tu as tout à fait raison. Et c'était surtout moi, tu sais, je voulais devenir pianiste. J'avais quand même travaillé sur des œuvres pendant une quinzaine d'années et j'avais vraiment saigné pour ça, c'était compliqué. Puis me retrouver finalement avec le recul un peu prise de hauteur en disant finalement ton métier tu gagnes plutôt pas trop mal ta vie en faisant 3 notes sur un synthé. Je caricature mais c'était un peu ça quand même, à faire ce qu'on appelle de l'illustration sonore. Donc un terme pompeux pour dire qu'en fait tu composes 3 notes sur un synthé. D'accord. Et que tes clients comprennent rien à ce que tu fais. Et que c'est très compliqué. Voilà, tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire? Je faisais des vidéos pour des clips, pour des marques de luxe. Je me disais, c'est sympa ce qu'on fait. Mais enfin, en fait, la vraie question, c'est mais qu'est-ce qui fait que ce que je fais, ça donne du sens et j'apporte quelque chose vraiment à des gens ou à moi-même. Voilà, je me dis que la boîte de prod qu'on avait, il y en avait tous les coins de rue dans Paris. Donc voilà, je trouvais vraiment que je me flagellais un peu peut-être, mais je me disais vraiment... Parce que là, en fait, t'étais passé de, en gros, le piou-piou exécutant à... T'avais co-créé une nouvelle boîte de prod, c'est ça? Exactement. On avait créé 4 boîtes de prod avec Sylvain. D'accord. Une qui était spécialisée en pub, l'autre en vidéo pub, puis l'autre en jingle radio. Enfin, on avait vraiment plusieurs verticales.
Et à ce moment-là, moi, je discute énormément. On se voit très souvent avec Jérémy Cléda, le fameux, qui nous observe, qui nous observait, qui nous observe plus. Ouais, il en a eu marre. Il en a eu marre. Que j'ai connu il y a une quinzaine d'années maintenant par ma femme. Ils faisaient leurs études ensemble. D'accord. Et Jérémy, on a toujours été. J'ai toujours été très intéressé par, en fait, ça s'explique pas non plus, tu sais, ça, les amitiés, les coups de foudre amicaux, ça s'explique pas non plus. Je le trouvais brillant. Alors, ça veut tout dire et rien dire, brillant. Mais je le trouvais, en tout cas, à part, plus que brillant d'ailleurs. Et je trouvais que ses réflexions, sa manière de penser les choses, quand il me parlait de l'entrepreneuriat, du travail, voilà, tout ça, et même de la vie tout court, je trouvais un peu au-dessus du lot. Et très et avec des vraies valeurs. Enfin voilà, c'est un mec qui m'a beaucoup touché. Et puis au fil du temps, je pense qu'on nourrissait tous les deux un fantasme qui était de peut-être déjà de monter une boîte ensemble et aller encore plus loin. Si on devait monter une boîte ensemble, c'était de se dire, est-ce qu'on n'aurait pas cette ambition peut-être un peu prétentieuse de vouloir changer le monde. Alors là, tu vois, c'était les termes un peu des jeunes quand on était un peu plus jeune, mais avec le recul, on se disait déjà, est-ce qu'on n'aurait pas envie finalement d'avoir un engagement dans une mission dans ce qu'on veut, dans ce qu'on veut faire. Et puis finalement, on a écumé plein d'idées. Je sais pas si tu as connu ça, mais où tu prends une bonne bouteille de vin, et puis le lendemain matin, tu refais le monde, tu dis que c'est génial. Tu prends dans les bras, tu dis, puis on démarre, allez, dans 2 heures, on se revoit, on redémarre, et puis tu te rappelles 2 heures après, tu dis, c'est de la merde, voilà. Donc mais tu vois, ça fait du bien de le dire, parce qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs qui écoutent le podcast, ou de personnes qui se posent des questions. Non, en fait, l'idée, elle vient pas comme ça, direct, tu sais, l'étoile filante, où c'est bon, non, c'est en fait, déjà, t'as un fit avec quelqu'un et tu sais que vous pouvez travailler ensemble, et puis ensuite, juste, tu bosses et t'en chies, et c'est pas facile. Exactement. Et franchement, il y a beaucoup de merde qui sort. Bien sûr, et il y a plein de merde qui sortent, mais ça te permet parfois de trouver peut-être le bon. Je dis peut-être parce qu'encore une fois, c'est pas toujours le cas. Et avec Jérémy, donc on avait écumé plein de bonnes idées, vous avez de mauvaises idées, de fausses bonnes idées. Pardon. Dis-moi juste une idée pourrie que vous auriez eue, tu te rappelles? On voulait vraiment, on n'était pas loin de vouloir le faire. C'était pas forcément pourri. Je sais pas si c'était pourri, mais on voulait monter un site, un espèce de Kiss Bank Bank, pour relancer les séries. D'accord. Qui étaient finies. Oui, d'accord, des anciennes séries, c'est ça, Friends, pour relancer. Tu vois, et on dit, chacun met 10 balles, on va choper la communauté de Friends, donc il y en a quand même pas mal. C'est clair. Et allez, on cofinance le truc, on coproduit, voilà. Donc on voulait vraiment. Puis en fait, on sait pas du tout comment s'y prendre. Enfin, voilà. Il n'y avait pas de modèle, il n'y avait rien. Donc c'est pour ça que je dis c'est une fausse bonne idée, parce que c'est le genre de truc que tu fantasmes, mais en fait, ça je vois jamais le jour, parce que c'est pas forcément actionnable. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit, Bertrand, mais on avait que des idées un peu sexy, entre guillemets, tu vois, que des idées un peu sympas, voilà. Puis un jour, il m'appelle, il me fait, Bertrand, faut qu'on se voit ce midi, en urgence, j'ai un super projet, pour nous, c'est génial, j'ai pensé, voilà. Alors je lui dis, oh là là, ça va être génial, ça va être un truc de cinéma, enfin, tu vois. Et là, on déjeune ensemble, et il me regarde, il fait, est-ce que tu connais le sujet de la marque employeur? Alors moi, j'ai cru qu'il se foutait de ma gueule. Le sujet hyper sexy de la marque employeur. Il se foutait de ma gueule. Et de deux, je me suis dit, je lui ai dit, écoute, Jérém, c'est très bon ce qu'on mange. Franchement, viens, on parle d'autre chose, quoi. Tu vois, Et là, j'ai vu un peu d'énervement dans son regard. Et il m'a dit, non, mais attends, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. C'est le marque employeur. Bon, c'est pas sexy, mais tu trouves pas qu'il y a un problème dans le rapport, le rapport employeur, employé, candidat? C'est-à-dire que l'expérience, elle est quand même naze. Et moi, je voyais toujours pas là où ils vont en venir. Mais il me dit, mais si, c'est terrible. T'as déjà postulé? Je fais, pas beaucoup dans ma vie. À vrai dire, comme j'ai toujours monté des boîtes, j'ai pas. Il fait, regarde autour de nous, qui est heureux dans sa boîte? Alors je lui dis, pas grand monde. Il dit, mais en fait, c'est pas tant le fait d'être pas heureux. C'est qu'en fait, les gens ne cherchent pas. Parce qu'en fait, chercher est un véritable calvaire. Parce que le secteur de l'emploi est le secteur le plus opaque qui existe. Alors qu'en fait, ça devrait être l'inverse, ça devrait être le truc le plus transparent. Il me dit, regarde, aujourd'hui, tu cherches une bagnole, une chambre d'hôtel, voir ton mec, ta meuf, tu cherches une boîte d'haricots verts sur une épicerie fine, tu trouves le contenu là-dessus. Et aujourd'hui, sur le travail, t'as rien, à part, en général, tu vas te faire sur un site carrière, quel parent pauvre d'ailleurs du site. Il dit, voilà, t'as une pauvre photo Getty Images de 1953 et un intitulé de poste qui est complètement obsolète. Donc, il faut tout réinventer, mec. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, t'avais que des sites genre Monster et compagnie qui étaient en fait des sites où tu mets des annonces. Tu coches un peu limite, les mecs, ils cochent un peu au hasard et ils font dans le volume et ils savent même plus sur quoi. Voilà. Et il me dit, il faut repenser ça. Sa vision à l'époque, il me faisait rire. Il me dit, il faut recréer le Netflix du travail. Mais en tout cas, son envie profonde, c'était de se dire, voilà, on va réenchanter ce
ce monde qui est complet, où personne ne croit en rien dans le travail, etc. On sort des métiers et en fait on dit en plus tu sors des métiers aujourd'hui, on dit que je vais être social manager, mais social manager c'est pas le même métier qu'être social manager chez AXA que chez Gemio, j'imagine. Enfin voilà, etc. Et il a réussi à me convaincre qu'il y avait. Alors moi au début j'étais quand même pour être honnête, j'étais franchement, enfin même si je trouvais c'était un peu éloigné de toi finalement parce que t'avais jamais besoin de postuler. Je me reconnaissais pas dans le truc, quoi. Je me disais attends mais de quoi il me parle, ça a l'air super, enfin tu vois, je me dis dans ma tête, je me dis ça a l'air super son histoire, mais bon moi ça me parle pas. Donc pour être honnête, quand on a sorti du déjeuner, je me suis dit bon bah il va le faire tout seul, hein, je crois, hein, ça c'est malheureusement ce sera sans moi. Et puis quelques jours passent et puis c'est comme un truc où t'as quand même, tu te dis quand même qu'il n'y a pas de hasard si t'en as parlé à toi et pas, voilà. Donc j'ai mûri le projet et puis dans ma tête, j'ai commencé à voir des choses. Je me suis dit, mais là, j'ai commencé à parler de travail à mes potes avec toujours ce même constat qu'il avait fait, c'est-à-dire, ouais, bah, en effet, moi, si un jour j'avais un espèce de Netflix où je tapais mon nom, mon âge et puis 3-4 trucs que j'aime et qu'on m'agrégeait du contenu dédié, bah ouais, ça me changerait la vie, quoi. Et puis en fait, pour être honnête, c'est vrai que c'était pas tant de me dire je vais travailler dans le secteur RH ou l'emploi et tout. Je me suis dit mais attends, mais en fait je l'ai en fait. Il a raison, Jérém. Notre projet mission, engagement, de vouloir réinventer quelque chose et peut-être vraiment la vie de tes potes. Si de temps en temps on fait des produits, on se dit bah ça touchera peut-être un tel, on le verra jamais, mais là on pourrait peut-être toucher du doigt et le voir au quotidien. Des gens qui pourraient dire merci parce que ça a un peu changé ma life. Et j'ai dit mais en fait on tient ce projet-là. Et donc j'ai rappelé Jérém, je dis bon, petite question quand même, comment on fait pour commencer, comment ça se passe? Je veux dire, il y a la concurrence, il y a des gens qui sont sur le site. Bah oui, il y a 1800 sites d'emploi, Bertrand, donc ça va être un peu hard, ouais. Voilà, je me dis oh putain, mais vraiment ils font dans un truc. C'est clair. Et je lui dis mais attends, mais enfin et là il m'envoie un PowerPoint. Il me dit regarde comment je vois le truc, avec des photos, des interviews des gens. Je fais ah ouais, donc d'accord. Et donc on a commencé à vendre notre truc avec un PowerPoint. Et en parallèle, on avait économisé avec Jérémy, on a un peu mis de thunes de côté et on a payé un développeur qu'on n'a jamais vu d'ailleurs, qui habite en Bretagne et qui a commencé à développer le premier site. Ouais, qui a commencé à développer le premier site, il avait un, ouais. Et donc ça a commencé comme ça et donc au bout donc il m'avait parlé en mars, en juin on avait acté qu'on le ferait, en septembre on commençait en 2014 et en janvier 2015, le 16 janvier, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était nos 5 ans, notre site sortait. Voilà. Incroyable. Voilà. T'as eu un moment, est-ce que vous avez eu un moment peur de bosser ensemble parce que vous étiez amis? C'est une question un peu indiscrète, mais d'un autre côté, je trouve que c'est tellement difficile d'associer d'associations. Et vous, en plus, vous étiez potes depuis 10 ans, tu vois, ou je sais pas combien de temps. Tu te dis, c'est quand même. On n'était pas si potes que ça. D'accord. En fait, on était potes. Vous connaissiez, quoi. Mais... On se voyait souvent, mais c'était pas du tout mon meilleur ami. Donc t'avais pas peur de le perdre non plus, quoi. J'ai pas peur de le perdre. Et puis il y avait un deuxième truc, c'est qu'en fait, et c'est ça où je pense qu'on a réussi à construire quelque chose tous les deux de manière très naturelle et assez sereine. C'est qu'il n'y a jamais eu de sujet d'ego. Alors, dit comme ça peut paraître un peu tarte à la crème, mais en fait, moi, j'ai toujours dit, comme Jérémy a eu la vision, a toujours eu la vision, 1, pour structurer une entreprise, 2, pour avoir la vision du produit qu'il avait envie de monter. Et moi plutôt la vision créa et de créer entre guillemets l'écran au tout début. Je me suis dit en fait je vais servir et aider son projet. Et donc je me suis jamais vu le truc au cofondateur au machin. Moi j'ai toujours dit moi mon truc ça a toujours été j'ai un côté leadership avec l'humain et un peu meneur d'homme et tout ça, j'aime beaucoup ça, et puis au côté créa, mais je me suis toujours dit ça va aider Jérémy et le projet, et donc on n'a jamais eu, finalement c'est jamais marché dessus. Mais tu vois, ça je pense que c'est une force incroyable que vous avez eu, et je pense qu'il t'est quand même beaucoup dû aussi, même si Jérémy a certainement à jouer, mais c'est tellement fréquent, on le sait, les cofondateurs qui se mettent sur la gueule parce que en fait à un moment donné il faut décider qui est le CEO, et il y en a un qui en prend pour son ego et qui machin, mais en fait c'est stupide parce que c'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est juste que chacun a ses forces. Exactement. Et voilà. Donc, exactement. Et ça a été clair dès le début, et puis moi après ça s'explique pas, mais ça nécessite beaucoup de recul. Ça nécessite beaucoup de recul. Après on a toujours eu, même si on n'était pas meilleurs amis au début, moi je connaissais quand même son passé, son parcours, etc. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de bienveillance. Alors pareil, c'est un mot un peu le galvaudé dans les valeurs aujourd'hui, mais là je parle vraiment en termes d'amitié. J'étais prêt dès le début à le protéger. Et ça c'est un truc vraiment, je pense qu'en fait c'est un peu la leçon numéro 2 entre guillemets pour moi dans l'entrepreneuriat, quand on monte avec un associé ou une associée, c'est d'avoir cette volonté de se protéger les uns les autres, et pas être en compétition avec ton associé, et voilà, quoi qu'il, et qu'on n'est pas dans le challenge à se montrer qui aura la meilleure idée, etc. Au contraire.
Et je pense que ça, c'est un truc, Jérémy et moi, et c'est-à-dire l'entreprise le ressent, et c'est pour ça que les équipes ont toujours eu, je pense, du respect pour ça. Je pense ça crée en plus une culture de boîte. Exactement. Ils ont toujours senti qu'on avait, au-delà du respect qu'on a l'un pour l'autre, cette envie de se protéger. Et qu'il ne pourrait rien nous arriver parce qu'on se protégerait tout le temps. Donc ça, c'est... et ça, je peux le signer aujourd'hui. Ça a existé, ça existe toujours et ça existera tout le temps. Donc voilà, c'est un truc qui est, je pense, fondamental quand tu veux faire quelque chose de pérenne et surtout... Et nous, on n'a jamais eu de mots durs, tu vois. On s'est toujours dit les choses, mais ce qui permet justement de se dire les choses et jamais de manière frontale. Voilà. Donc non, moi j'ai une association de rêve. C'est limite trop beau pour être vrai, moi. Écoute, t'as bien de la chance. Non, mais c'est suffisamment rare pour être noté. C'est pour ça je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est parce que nous, on perd souvent des entreprises. Sur Welcome, heureusement, on n'en perd pas beaucoup. Mais on en perd quelques-unes chaque année. Et la raison officielle, c'est souvent économique. Mais nous, quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est souvent des sujets d'ego et que c'est des associés qui sont tirés dans les pattes, qui ne remettent plus dans le même sens et qu'on fait exploser la boîte. Bah c'est ça, parce qu'en fait, il faut réaliser que si tu as les deux leaders, en gros, ou les 3 leaders qui tirent dans des sens différents, en fait, juste, c'est vraiment, ça écartèle exactement, la boîte. Exactement. Si on revient au début, donc vous avez quand même, j'ai l'impression, une vision assez claire finalement de ce que vous vouliez, et ça m'intéressait d'en parler parce qu'au final, il y a assez peu de boîtes, tu vois, qui se lancent en se disant voilà à quoi ça va ressembler. Et vous, j'ai l'impression quand même, alors peut-être en grande partie du AGRM, mais toi aussi quand même sur la partie créa. En fait, est-ce que tu me corriges si je dis une erreur, mais c'était le cas, c'est-à-dire que vous saviez globalement là où vous vouliez aller, ou ça a quand même beaucoup évolué, je me rends pas compte. Non, alors on a toujours su où on voulait aller. Le seul hic du début, c'était le modèle. On n'en avait pas. Bah ouais. Vous saviez pas de modèle du tout. Non, on n'avait pas de modèle économique. Clairement, on savait pas comment on allait gagner notre vie. C'est quand même dingue quand tu penses. Ouais. On était persuadés qu'en fait, ça avait le. Vous pensiez que ça allait être quoi? Ouais. Nous, on était persuadés qu'en fait, voilà, que le faire d'une plateforme de contenu et de créer donc un média, et ça on le doit tous à GRM, c'est-à-dire d'assumer le mot média. Qui plus est, quand tu dis mot média, je crois que c'est bien passé pour savoir que quand tu dis un mot média, les investisseurs, les mecs se barrent. Ça peut te dire qu'au début on disait plateforme, marketplace, enfin des trucs, tu vois, machin, pour déguiser un peu l'histoire. Mais non, Jérémy à un moment a dit non, on a un média et c'est comme ça. Et notre business, c'est pas de gagner de l'argent sur les recrutements, parce que ça tant mieux si les entreprises arrivent à recruter, mais nous on doit être payé pour ce qu'on sait faire le mieux, c'est du contenu. Voilà. Et c'est là où il a été, je trouve, très fort. C'est qu'il y a eu plein de sirènes à un moment, des entreprises qui venaient nous dire on est prêt à vous payer assez cher pour que vous puissiez nous aider à faire du ciblage assez précis et sur telle ou telle typologie de métier. Et puis grâce à votre contenu, vous allez targeter ces gens-là. Et Jérém a dit non, notre métier, nous, c'est notre abonnement, d'être payé, vous payez. Vous payez pour être chez nous, et puis nous derrière on aura une grosse partie média qui est quasiment dans l'effectif de la boîte, qui est quasiment 70% d'entreprise, 50% d'entreprise qui est sur le média, sur la création de contenu. Donc tu vois, c'est pas rien. Et ça pareil pour le dire à des investisseurs, pour qu'ils croient en une boîte où tu as quand même la moitié de la boîte qui crée du contenu, fallait se lever tôt. Et donc voilà, donc ça c'était, je trouve, très fort de sa part, parce que moi j'y ai toujours cru. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand pendant 1 an, tu ne gagnes pas un rond, et que tu m'as vu d'ailleurs, je me paluchais 2 boîtes par jour, matin et soir, etc. Et puis c'est ça qui est très dur, c'est de travailler gratuitement. Bon, quand tu sais que ça va marcher, mais non, on n'était vraiment pas sûr, parce que je pense qu'il y avait un sujet momentum, et ça aussi. C'était le moment quand même où c'était juste pas la mode. Enfin, comme tu dis, il y a quand même une réalité, c'est que si tu faisais pas une marketplace à l'époque, t'étais un loser. Exactement. Et les gens comprenaient pas trop ce qu'on voulait faire. Ils voyaient pas trop aujourd'hui la marque employeur, tout le monde crie au génie, tout le monde dit c'est vrai que c'est hyper important. Voilà, mais il y a 5 ans. Je pense qu'on était un poil en avance, et finalement, heureusement, on a tenu bon. Mais je pense qu'il y a, comme tout projet, je pense qu'aussi il y a des moments de vie aussi pour des projets, et que nous on a bénéficié d'un momentum où finalement on a réussi à faire en sorte que les étoiles s'alignent. Mais au tout début, c'était une galère pas possible. Nous, ça c'est aussi faire attention, c'est un petit conseil pour ceux qui veulent entreprendre. C'est au tout début, on a pitché à nos potes entrepreneurs.
qui avaient des petites boîtes en leur disant voilà, demain si on leur montrait leur PowerPoint à quoi ça pourrait ressembler Welcome to the Jungle, on disait voilà, si un jour on vous fait une plateforme comme ça et vous pouvez mettre en avant votre entreprise de cette manière-là, est-ce que vous feriez? Et tous nos potes entrepreneurs le disaient ah ouais, c'est génial, mais bien sûr, si tu le fais, on vous suit, etc. On a monté le truc, on a monté le site, et lorsqu'on les a appelés, il n'y avait plus personne. Parce qu'il fallait payer. Pas parce qu'il fallait payer, parce qu'il fallait simplement le faire. Putain. Et qu'en fait, le faire, ça les faisait chier. Oui, ils n'avaient pas le temps, quoi. Parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils disent, mais attends, en fait, j'ai pas compris, faire des photos, attends, mais moi, mes salariés ne voudront jamais être pris en photo, et puis attends, il faut faire 3 interviews, comment veux-tu que je fasse 3 interviews? Et puis il y a des droits à l'image, et puis ça me prend machin, c'est chronophage ton histoire, et puis voilà. Même un service gratuit, valorisant, te rends compte. Et il y a combien de personnes sur ton site? Ah bah, c'est sûr, il n'y a pas grand monde, vu qu'on commence. C'est le début, quoi. Voilà, donc c'est le serpent qui se mange la queue, c'est que, tu vois, si tu viens pas, il n'y aura pas d'audience. Et comment vous avez fait, du coup? Ah ben moi il y a un moment j'ai pris mon pied de caméra et j'ai toqué aux portes. Putain. Donc tu vois il y a un moment mon pote qui veut pas, je vais chez lui et je lui dis je suis là, je suis en bas de ta boîte là et tu m'ouvres. C'est incroyable. Voilà. Donc tu fais ça. Il me dit ouais mais les interviews on les fait pas, c'est pas grave, on fait que des photos. Voilà, et ça a commencé comme ça. Ouais. Voilà. Et puis pareil, tu vois, pour avoir les textes, etc., limite, fallait les pondre à leur place parce que voilà, ça les faisait chier. Donc non, c'est très dur parce que quand au début, tu persuadais que d'ailleurs, tu sais, avec Jérémy, avec le recul, on se dit, mais comment on a pu être animé et persuadé que ça allait marcher puisque tout le monde nous disait, on comprend pas ce que vous voulez faire, où vous allez. Et en plus, quand on leur propose gratuitement de leur faire une page, ils veulent pas. Attends, on aurait pu vite se dire, faut lâcher l'histoire parce que bon, on n'était pas assez à côté de quelque chose là quand même. Et pour autant, on s'est dit non. Et en fait, ce qui était, on est là, c'est quand même l'avantage de faire du B2C et du B2B, c'est qu'on était rattrapé quand même par l'histoire de se dire, mais non, on ne fait pas forcément que pour les entreprises, on le fait surtout. Oui, et puis vous aviez de l'attraction quand même qui arrivait assez vite. Exactement, et on le fait surtout B2C. pour les candidats et on est persuadé qu'on va pouvoir équilibrer tout ça. Donc c'est ça qui nous a animés, c'est cette mission-là entre guillemets, parce que je fais toujours attention au mot mission aussi parce que c'est très vite galvaudé, mais on a tout de suite été persuadés lorsqu'on a fait les 3-4 premières pages profil, on s'est dit, on s'est mis à la place de quelqu'un qui avait une vingtaine d'années qui découvrait ça, on s'est dit c'est puissant quand même, ça envoie. Et ça doit avoir normalement un impact. Donc on s'est dit, il faut continuer. Mais c'est vrai que le prix à payer a été très très difficile pendant la première année. Ouais. Ça a duré à peu près 1 ou 2 ans, c'est ça le moment, moment galère? Ouais, là ça a duré 1 an et demi. Ouais, ça a duré 1 an et demi. Et puis à un moment, à force de persévérer, et c'est là où il faut vraiment se battre et pas lâcher quand on pense vraiment avoir un bon projet, c'est qu'à un moment, il y a eu un grand groupe qui nous a appelés et qui nous a dit nous on est prêt à payer pour être sur votre site parce qu'il y a plein de petites boîtes sympas et nous on aimerait bien être adossés à ces petites boîtes sympas. Et puis vous avez réussi à cibler et avoir une audience qui a l'air plutôt sympa et qu'on n'arrive pas à avoir, et nous on est prêt à payer pour être là-dessus. Faut sur votre petit site, voilà, à l'époque ça s'appelait pas encore Welcome to the Jungle d'ailleurs, et parce qu'on a eu des noms bien pourris avant. Ah ouais. Notre premier nom ça s'appelait Carrier. D'accord. Et ensuite, ça a été avec le care entre parenthèses pour te dire, tu vois, le niveau de créativité que j'avais. Ouais. Et ensuite, Welcome Jobs. Oui. Voilà. Et quand on pitchait, enfin, tu vois, on se faisait chier, quoi. Clairement, j'ai l'impression j'étais soporifique quand je pitchais ma boîte. J'avais l'impression de me dire, mais en pitchant, tu t'endors toi-même. Donc, alors ça, c'est moi aussi. Il y a un problème. Et puis, à un moment, on s'est dit, est-ce que je pense qu'il faut repenser le truc, le discours de vérité, de se dire, je pense qu'il y a les gens ont besoin de comprendre. Donc, oui, on a assumé on a trouvé Welcome to the Jungle. Et qui est un risque, quand même, Welcome to the Jungle. Moi, je me rappelle la première fois, du coup, vous appeliez déjà comme ça quand on s'était rencontrés. Je m'étais dit, c'est long. C'est pas forcément... Enfin, en fait, ça fait sens, on comprend le message, donc ça, c'est génial, il y a une mission dans le nom, mais déjà, c'est en anglais, tu vois, pour un marché français, enfin, il y a quand même un certain nombre de risques dedans aussi, quoi. C'est chaud, moi, quand j'ai persuadé Jérémy qu'il fallait que ça s'appelle Welcome to the Jungle, je lui ai bourré la gueule, un 24 décembre. Il pourrait te le confirmer. Je lui ai bourré la tronche un 24 décembre à midi. Tu as fait signer un paplard après. Et je lui ai dit, je lui ai expliqué Welcome to the Jungle et pourquoi, parce que Jérémy, là, il faut qu'on lui donne la solution et ensuite on lui explique pourquoi. Faut pas faire l'inverse. Et là, je l'ai vu, il baissait la tête petit à petit, il est devenu blafard et il a relevé la tête. Il m'a dit, je sais pas comment je vais expliquer à ma femme que j'ai tout plaqué pour une boîte qui s'appelle Welcome to the Jungle. Donc j'ai déjà compris que déjà mon associé, c'était violent pour lui, alors j'imaginais pas pour les autres. Et en fait, on est rentré au bureau et on a appelé quelques boîtes qu'on avait déjà sur le site en lui disant, voilà, là on s'appelle Welcome Job, les amis. Si on s'appelle Welcome to the Jungle. Et en fait, tout le monde, tous les clients clients gratuits qu'on a fait, nous ont dit, ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Non, mais c'est très sympa, c'est sûr. Mais on a perdu des boîtes de luxe.
La modèle luxe, on en a perdu pas mal, ce qui pouvait pas se permettre d'être sur un nom qui s'appelait, parce que nous, on n'avait pas vraiment de marque. On avait un site un peu cheap. Donc, tu vois, pour les marques de luxe, c'est un peu compliqué. Donc, les 2-3 boîtes de luxe qu'on avait ne se sont barrées. Voilà, donc, bon, écoute, c'était. Bon, on est bien loin de tout ça maintenant. Maintenant, vous êtes, tu me disais, 150, c'est ça? Ouais. Moi, je voulais parler un petit peu justement de l'évolution de ton job. Je trouve que c'est hyper intéressant en fait, t'es entrepreneur. En plus, ça faisait 10 ans que tu faisais ça. Donc, t'étais vraiment le gars main dans le cambouis. Enfin, on en a parlé. Ouais. Et puis maintenant, en fait, t'es un manager, t'es un leader. Je sais pas combien de personnes tu gères en direct, mais j'imagine un certain nombre. Quels ont été pour toi les grands enseignements, tu vois, de cette évolution de carrière, de ta carrière à toi personnelle, je suis Bertrand et je gère tout seul et je me lève à 4h du mat à maintenant, en fait, je dois gérer des gens. Ouais. Comment ça se passe? Écoute, c'était assez progressif. Finalement, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu, ça donne un peu le vertige parfois. Il y a des matins, j'arrive dans la boîte, je me dis putain, et puis surtout c'est des moments où tu sais, quand t'as toute la boîte, tu réunis toute la boîte tous les mois pour ce qu'on appelle faire des jungle morning, voilà, tu te dis oh putain, tu vois tout ça, même t'as du mal à réaliser encore que tout le chemin parcouru. Pour autant, je trouve que ça a été quand même assez, il y a eu quand même des paliers, tu vois, ça a été vraiment étape par étape. J'ai pas eu l'impression d'avoir que ça a été trop violent quand même. Moi donc, tu m'as connu, j'étais avec mon petit pied de micro, je me palucher toutes les entreprises, etc. J'ai eu la chance quand même de pouvoir recruter assez vite une deuxième personne qui s'appelle Anne-Claire. Anne-Claire aujourd'hui qui sortait de C8, qui faisait des piges chez C8, qui s'emmerdait à mourir et qui est aujourd'hui directrice de la prod et qui gère 35 personnes, tu vois, et qui a à peine 30 ans. Donc on parle de là en l'occurrence de mon histoire, mais ce qui est quand même assez émouvant et ce qui fait aussi la particularité d'une boîte, c'est aussi les histoires que tu arrives à créer quand même. Bien sûr. Et Anne-Claire en fait partie. Donc là, ça a été vraiment ma première recrue entre guillemets, et qui derrière ensemble on a réussi à créer ce pôle production. Moi, lorsque j'ai compris que Anne-Claire serait la bonne personne pour leader ce pôle, je lui ai laissé les clés du camion. Alors, ça a été très difficile pour elle au début, mais voilà. Et donc, je me suis attaqué à essayer de lancer d'autres projets au sein de Welcome, et notamment d'essayer de développer le contenu, ce pendant à peu près 6 à 8 mois. Et puis, à un moment, tu te dis... en fait, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a des métiers où, en effet, qui sont assez spécifiques et tu dis le contenu, c'est comme un métier, quoi. Et moi, j'étais très bon pour faire des vidéos, pour faire de la prod, pour avoir des idées, mais pour créer quand même une ligne éditoriale, pour créer le volume de contenu qu'on a, lui, il faut peut-être aller chercher quand même quelqu'un d'assez balèze là-dessus. Moi, j'étais investisseur dans un magazine qui s'appelle Encore Magazine, je ne sais pas si tu connaissais, qui était tenu par Marie Ouvrard. Et Marie, avec Jérémy, on était allé la voir et on lui a proposé de devenir Head of Content de chez Welcome parce qu'on trouvait que son édito, sa patte, ce qu'elle était, elle, humainement, etc., ça le faisait grave et qu'on s'est dit, mais c'est exactement elle qu'il nous faudrait. Puis tu connais aussi ça mieux que moi, c'est que les bons recrutements, c'est ceux qui sont meilleurs que toi. Hein, donc, bien sûr. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est Marie pour moi. Donc, on a eu la chance qu'elle ait accepté de nous rejoindre. Et donc, aujourd'hui, elle est devenue Head of Content France, puis maintenant Head of Content International. Et Marie, voilà, lorsqu'elle est arrivée, moi j'ai continué, si tu veux, à essayer de piloter des nouveaux projets à chaque fois, donc c'est de lancer des nouveaux projets. Et puis, et à chaque fois, donc finalement, c'était assez marrant parce que je commençais à manager de moins en moins grosses équipes. C'était ça qui était intéressant, je lançais plutôt des pilotes, moi je lançais plein de trucs. Puis c'est un peu comme l'entrepreneuriat, c'est que dans tous les pilotes qu'on faisait, souvent je me rendais compte que 95% c'était de la merde aussi, mais c'était intéressant. Non, mais ton rôle, en fait, finalement, c'est d'être créatif, c'est-à-dire de lancer des choses. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que souvent, en fait, quand on est entrepreneur et qu'on lance sa boîte, le management, tout ça, c'est les trucs qui nous rebutent un peu. T'embauches, mais en fait, t'aimes pas trop déléguer parce que tu dis que tu vas le faire mieux toi-même, etc. Et en fait, ce que je trouve assez puissant dans ce que tu dis, c'est que c'est un très bel exemple où on se rend compte qu'en fait, déjà, t'as l'humilité de te dire, il y a un moment donné, il faut que je recrute quelqu'un qui va le faire mieux que moi et qui va le faire dans la durée. Et moi, mon job, c'est autre chose. C'est pas en fait de gérer cet opérationnel d'une certaine manière, c'est d'avoir la vision, de recruter la bonne personne, de la faire grandir, et puis après, de lancer de nouveaux filets et de faire évoluer, et de développer. Et c'est en fait, ça reste très entrepreneurial, quoi, comme démarche. Exactement. Et nous, on essaie de créer justement de l'entrepreneuriat dans notre boîte. Et Jérémy, parce que là, je parle du côté créa, mais Jérémy est aussi créatif que moi, finalement, dans l'entreprise. Voire plus d'ailleurs, c'est que Jérém lui aussi lance plein de projets et en fait nous ce qui nous pousse à faire ça, c'est de monter les bonnes équipes, les bonnes squads, de créer le bon management pour ça.
et puis ensuite de laisser faire l'histoire. Je dis souvent les cofondateurs en fait sont des emmerdeurs de première parce qu'en fait c'est des gens qui lancent tout le temps des trucs, les gens n'en peuvent plus dans les équipes. Ah non mais je le vois, et d'ailleurs c'est un peu la vanne, c'est un peu le running joke dans la boîte, c'est qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir des fagots de l'ASCAR là. Et à chaque fois, et d'ailleurs c'est souvent des idées un peu chez père, et donc on sent, t'entends les équipes qui ont un peu plein le cul de nos idées, surtout que maintenant, si tu veux, à force d'avoir de le contenu, pour rien te cacher, donc on l'a officialisé il y a pas longtemps. Moi, je me suis posé la question. Maintenant, à un moment, toi, tu arrives à un moment d'une vie de boîte où tu te dis, quel est mon rôle ? Bien sûr. Moi, j'ai eu la chance en plus de lancer des formats vidéo qui n'ont pas trop mal marché, c'est clair. Un peu humoristiques et tout. Là, je relance une nouvelle série avec Fred Testo. Enfin, tu vois, on fait des trucs un peu perchés. Et Jérémy veut que j'entretienne un peu ce côté que j'incarne un peu le côté grain de folie dans l'entreprise. Mais il faut faire attention au côté grain de folie parce qu'à la force de jouer le grain de folie, je pense que tu peux te prendre à ton propre jeu et puis faire n'importe quoi. Et donc je pense que justement moi j'étais arrivé à un moment où je trouvais que c'était intéressant de développer des nouveaux formats un peu grain de folie tout en continuant à faire des formats très intello entre guillemets, parce qu'on fait des docs assez poussés, du contenu, des articles toujours très sérieux, parce que je pense que le travail ça reste quand même nos conférences. Je pense que le travail c'est un sujet qu'on doit respecter et qu'on doit prendre très au sérieux, donc on s'est jamais permis de devenir le bagel du travail, mais c'est en revanche le petit grain de folie, il faut le garder, et c'est ce que j'essaye de faire, mais ça me prenait plus aujourd'hui 100% de mon temps, même si je pilotais d'autres projets. J'en ai parlé à Jérémy et aux deux autres associés en disant voilà les amis, moi je pense que j'ai encore plein de mal de choses à faire chez Welcome, mais je pense que j'ai le sens de mon travail globalement, j'ai besoin de faire autre chose. Et puis je trouve que quand tu es créatif, moi je m'estime un peu créatif aussi, tu as à un moment donné besoin d'air. Tu as besoin d'aller voir ailleurs pour puiser. Moi, je te donne désolé de parler de moi, mais mon exemple personnel, c'est que moi, ça faisait aussi 7 ans, tu vois, que j'avais créé ma boîte, ou 6 ans que j'avais créé ma boîte. Et à un moment donné, en fait, si tu veux apporter ça, et je me vois exactement comme toi, la personne qui allait sortir un peu des nouveaux projets, en fait, si jamais t'es un peu tout le temps dans ton microcosme, t'as du mal à trouver des nouveaux projets vraiment différents, tu vois, pivotal. Et donc, par contre, si tu sors un peu, tu vas faire autre chose, ça s'enrichit, en fait. Et je trouve que les projets appellent les projets. Et moi, le nombre de fois où, via une interview, tu vois, comme je suis avec toi aujourd'hui, via le gratin, en fait, ça m'a donné des idées pour ma boîte. Et je pense que c'est hyper enrichissant. Exactement. Donc, puis alors, Welcome aussi m'a permis ça aussi, toi, de rencontrer, d'être au cœur du réacteur de plein d'idées, etc. Depuis de me dire, faut pas s'arrêter à. Et donc voilà, moi grâce à certaines vidéos, j'ai été repéré par une agence artistique que j'ai signée. Je dois dire que tu as quand même un talent d'acteur qui est assez drôle. Non, mais c'est vrai. C'est gentil. Et en fait, moi j'avais commencé à écrire, mais tu sais, c'est le truc que tu n'assumes pas vraiment parce que c'est pas ton métier, voilà. Mais donc tu dis tu t'es pas légitime, donc tu laisses ça à la cave. Puis l'avantage d'avoir signé dans cette agence, et je leur ai montré un peu ce que j'avais écrit. Je trouvais ça intéressant, donc là on est en train d'écrire une série ensemble avec des auteurs, un long. Génial. Et puis en parallèle, et puis à un moment il y a des sujets d'acting qui arrivent, et puis là j'écris un seul en scène avec Fred Testo, donc des trucs qui font que tu dis attends, en fait Bertrand, là t'as plein de trucs qui arrivent et ça peut pas voilà, faut pas que ça devienne schizophrénique. Et puis surtout il faut être honnête aussi vis-à-vis de Jérémy, vis-à-vis de tes investisseurs. Bien sûr. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai dit à Jérémy, je pense qu'il va falloir à un moment acter le fait que bien sûr, tu passes à j'ai Welcome, je pense encore un peu besoin de moi, et je pense encore pouvoir apporter des choses, mais il faut aussi que j'y trouve aussi mon compte. Bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'on a acté qu'aujourd'hui je suis à 50% chez Welcome et 50% dans mes nouveaux projets. Je trouve ça génial et je te remercie d'en parler parce que je sais que c'est pas toujours évident, tu vois, on a envie d'avoir l'image du gars mais en fait pour moi c'est la vie. Et deuxièmement, en fait, c'est ça qui va certainement faire que tu vas encore apporter beaucoup plus à Welcome. C'est ce qu'on dit aussi. Et je pense en plus que ce genre de changement de carrière, tu vois, un peu évolutif, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent la question mais qui n'osent pas le faire. Tout à fait. Et en fait, ça peut marcher. Ça peut très très bien marcher et ça peut être très riche, tu vois. Exactement. Et d'ailleurs, tu vois, je rebondis un peu, on est passé à la semaine des 4 jours. Donc, la semaine des 4 jours, c'est pas un 4/5e, hein, c'est vraiment une semaine, t'es payé comme une semaine, mais tu travailles ça 4 jours. Donc en général tu peux prendre soit ton jour off, c'est soit le mercredi soit le vendredi. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait il y a pas mal de gens qui sont venus me voir et qui m'ont posé la question, qui est de dire Bertrand, je suis assez emmerdé parce que mon jour off, on m'a proposé de travailler, de faire du free. Souvent à la prod ils m'ont dit j'ai un petit budget, ils me demandent d'aller filmer et de ça, je suis hyper emmerdé parce que ils vont poster sur les réseaux sociaux et si tu vois mon nom, enfin je sais pas, je suis hyper emmerdé, je préfère être... Et ils avaient peur que ma réaction c'était tu travailles pour Welcome, t'es un malade, c'est le t'es off, tu travailles pour tu dors quoi.
Enfin, tu fais ce que tu veux, soit tu travailles pas. Et en fait, ma réponse, et la réponse de Jérémy est la même, c'est que, mais au contraire, mais fais autre chose. Si tu as la chance de pouvoir aller filmer autre chose que de Welcome et te nourrir ou faire, mais fais-le, parce que de toute façon, ça profitera Welcome. Welcome to the Jungle en profitera, elle sera nourrie de ce que tu auras pu apprendre durant cette journée-là. Et donc, c'est pour ça que nous, on est vraiment, si les gens peuvent faire autre chose que nous, et voir autre chose que Welcome to the Jungle et faire des autres prods mais mon Dieu qu'ils le fassent. Nous on a des illustrateurs qui travaillent sur d'autres projets etc en free, mais mon Dieu que c'est bien. Ouais, bien sûr. Ça leur fait voir autre chose, ça les nourrit, ils travaillent et ils apprennent, et donc pour nous c'est tout bénéfice. Donc c'est ça qui est génial, et je pense que les gens ne se rendent pas compte. Il faut absolument quand les gens ne se rendent pas compte, c'est plutôt les entreprises qui doivent participer à l'expérience que leurs salariés doivent voir absolument autre chose. Moi, je suis entièrement persuadé que l'entreprise doit participer à ça et doivent s'engager complètement à faire en sorte que leurs salariés, leurs employés puissent respirer et voir autre chose, parce que ça participera justement à... Oui, et puis en plus, ça fait juste que les gens ont envie de rester plus longtemps. Tu les fidélises aussi comme ça. Exactement. Hyper intéressant, vraiment. On va passer aux dernières questions que j'aborde souvent dans le gratin. J'appelle ça le crible du gratin. Est-ce que tu es prêt, Bertrand? Ce sont des choses un petit peu plus personnelles. Ouais. Déjà qu'on est rentré un peu dans le détail, mais est-ce que tu as eu un moment vraiment très dur, un échec, un moment de remise en question, un moment de doute dont tu pourrais me parler, et les enseignements que tu en as tirés, pareil, pour qu'on puisse les partager à l'audience? J'en ai eu pas mal de moments de doute évidemment dans ma vie. Je vais peut-être te parler du dernier vraiment très gros que j'ai pris à titre personnel, parce que d'ailleurs il était personnel. Lorsque je te disais, j'étais tout seul à monter les pages profil et à tout faire, et voilà, avec ma petite caméra. Mais au tout début, j'avais un petit appareil photo qui était chez moi, et je sais pas vraiment prendre des photos. Je sais faire des vidéos, mais pas très bien. Enfin voilà, c'était pas mon métier, quoi. Et un jour, on fait une entreprise l'entreprise était le fondateur était un ami de Jérémy. Et un jour, Jérémy m'appelle et il me fait, écoute, j'ai eu mon pote là au téléphone. T'as fait sa boîte il y a 2 jours, et il m'a appelé, il m'a dit que c'était nul. Il avait vu les photos, il avait vu ce que tu avais fait, les vidéos. Il me dit, je peux pas montrer ma boîte de cet angle-là, c'est trop nul, quoi. Enfin, c'est moche, les photos sont moches, enfin, tout est nul, quoi. Et c'était vrai. C'était nul à chier ce que j'avais fait, et j'étais dans le doute total, parce que j'avais vu les photos, bien évidemment qu'ils me le disent, mais j'étais pas très convaincu de ce que j'avais fait en plus, tu vois. Donc évidemment son retour, il y avait rien à dire, et c'est d'une violence quand pendant 10 ans t'as pas été trop mauvais dans ton job et que t'entreprends un truc et qu'on te dit ce que tu fais c'est nul. Ouais. C'est pas qu'on peut faire autre chose ou mieux, parce que moi dans la musique on me disait oui mais est-ce qu'on pourrait pas essayer ça, on disait jamais que c'était nul, on me disait bah ouais mais je suis pas convaincu. Non, là c'est mauvais. Mais là c'est mauvais. Là, c'est nul, c'est pas possible de mettre mon entreprise là. Et là, tu as envie de pleurer. Hein. Vraiment, tu te dis. Et puis, tu as honte de ce que tu as fait. Ouais. Tu as honte vis-à-vis de ton associé, qui est très emmerdé pour toi aussi. Parce qu'évidemment, c'est pas du tout le but, c'est pas du tout de nous cramer. Et là, tu te dis, bon, bah, c'est quoi le problème? Bon, déjà, mon gars, je pense que j'ai pris la remise en question, c'est-à-dire, je pense que j'ai sous-estimé le job. J'y suis allé de manière un peu prétentieuse. J'ai cru que j'étais dans la vidéo, donc je pouvais faire des photos comme ça, et j'ai pas pris le bon. Ouais. J'y suis allé en fanfaronnant un peu, en pensant que ça allait marcher et que c'est un vrai métier. Donc je pense que j'avais pris un peu le métier avec une manière un peu trop prétentieuse, et je pense que je l'avais pas pris assez au sérieux, et donc c'est le retour de bâton, c'est-à-dire que j'étais pas assez qualifié pour le faire. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est que j'avais pas le matériel qui allait. Donc, tu vois, je pensais qu'avec un appareil photo, comme aujourd'hui c'est la mode, avec ton téléphone, tu crois que tu peux faire des photos avec tout et avec rien. Voilà, donc moi je me suis dit, bon, je peux faire des photos, mais en fait non, c'est un métier, et il faut un matériel qu'il faut avec. Et puis il faut se spécialiser avec ce matériel. C'est-à-dire que demain, quand tu achètes, moi à l'époque, j'ai acheté un 5D, je me suis retrouvé avec un 5D dans les pattes. Mais comment ça marche ce truc, quoi, tu vois. Donc, j'ai dû me former, voilà, c'était une vraie remise en question, parce que Mais tu t'es posé une question à ce moment-là, tu t'es dit, est-ce que je suis la bonne personne pour faire le job? Exact, et tu te dis, est-ce que en fait, est-ce que déjà c'est sûr, est-ce que je suis la bonne personne pour faire ce job? Est-ce que je vais avoir envie de me former? Et puis troisièmement, est-ce que j'ai envie de me faire mal? C'est ça la vraie question. Et je pense que c'est la vraie question, c'est une fois que t'as digéré la violence du retour, c'est à quel point à 30 ans t'as envie de te faire mal, et de repasser par un moment où tu repars à zéro. Et c'est ça la vraie question sur l'entrepreneuriat. Je pense que c'est c'est là où le chemin de croix il est terrible, c'est que déjà t'apprends tout le temps.
Mais surtout qu'au départ, je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire que tu pars de rien, quoi. Je faisais référence avec nos potes qui avaient dit oui, on vous suit si vous le faites. Bah non, ils te suivent pas. Ouais, t'as rien. Les gens qui te disent je te donnerai un peu d'argent si tu commences, en fait, ils t'en donnent pas. Et que tu crois que tu vas être bon dans un truc, en fait, t'es nul. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire, il faut partir du principe qu'on est nul. On a peut-être la vision, on a peut-être la bonne idée, mais ce qui fait qu'un projet marche, c'est l'exécution. Et c'est ce que d'ailleurs, on peut avoir la meilleure idée du monde et avoir une idée de génie. Je pense que si c'est mal exécuté, c'est comme dans tout, ça ne marchera pas. Et je pense que j'ai pris conscience à quel point l'exécution, et même si dans la prod avant, j'avais compris rendre un produit à temps et en heure et de bonne qualité, j'ai grillé déjà 90% de la concurrence. Mais là, je me suis remis. Mais t'as compris vraiment l'investissement que ça allait être, à quel point ça allait être douloureux et à quel point il n'y a pas d'âge pour se remettre en question et pour repartir de rien. Et ça, c'était très violent parce que moi qui est arrivé dans un niveau de piano où j'avais l'impression de pas être trop mauvais et puis de chuter finalement, voilà. D'arriver dans la musique et finalement de faire des boîtes de prod pendant 10 ans, te gargariser parce que tu fais des boîtes de prod et finalement te rendre compte que tu fais 3 notes sur un synthé, c'était un peu dur aussi. Et là, je me suis dit, mais attends, mais en fait, c'est quoi tout ça, quoi? C'est quoi tu crois toujours que t'es bon, mais en fait, et tu repars toujours. Et finalement, c'est un éternel recommencement, mais c'est génial. Mais il fallait simplement l'accepter. Et je pense que ça a été, pourquoi je te parle de cet échec-là? Parce que ça a été un tournant dans ma vie, parce que je pense que j'ai accepté un truc que je n'acceptais pas avant, c'est de repartir à zéro. Et repartir à zéro ne veut pas dire que tu repars avec rien. Tu repars avec ce que tu as appris avant, etc. Mais sauf qu'avec un bagage qui est différent. Mais sauf que il faut accepter de repartir parfois à zéro. Comme aujourd'hui, je repars dans l'écriture, dans ce qu'on appelle un long métrage, une série. Je ne sais pas écrire, j'ai pas la structure, mais j'apprends avec des auteurs. Et je repars à zéro. Dans l'acting, pareil, je pars de rien, donc je pars aussi à zéro. Et si tu l'acceptes, tu travailleras évidemment d'autant plus et beaucoup plus pour arriver à ce que tu as envie de faire. Et voilà, donc ça a été un échec assez marquant. Et c'était un des derniers vraiment, vraiment marquants pour moi parce que j'ai accepté l'échec comme quelque chose de évidemment pas de valorisant, mais justement quelque chose d'assez positif où il fallait absolument que soit je rebondissais, soit je me cramais les ailes. Et voilà, donc voilà, c'était pour moi, ça a été à la fois un moment très dur et à la fois un peu d'épiphanie, quoi. Ouais, exactement. Et Jérémy, ça a créé un truc entre nous deux aussi. C'est c'était des marqueurs forts aussi dans une relation d'associés. Pour ne pas dire de couple d'ailleurs, parce que souvent j'assimile un peu cette relation-là à la limite de couple, parce qu'on passe notre vie ensemble et qu'on se dit des choses comme un couple. Ouais. Et je pense qu'on s'est regardé dans le droit dans les yeux, et tu as une certaine forme de fierté quand tu vois que ton associé, parce que finalement on cherche une reconnaissance de l'autre. C'est quand tu vois que t'es pas tombé, que tu lui as montré que t'allais mettre les bouchées doubles pour arriver à faire un truc top. Et ce qu'on a réussi à faire apparemment. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des marqueurs forts aussi dans les échecs. C'est clair. C'est ce qui a un peu construit aussi notre relation. Souvent, je trouve que les gens ont peur justement alors c'est un peu bateau ce que je veux dire, de se montrer vulnérable, d'assumer justement leurs erreurs, leurs échecs. Mais en fait, il faut comprendre que ça crée au contraire une relation de confiance tellement plus forte. Bien sûr. Parce que du coup, tu te dis pas que la personne est en train de te cacher quelque chose, qu'elle est en train d'essayer de ne pas être elle-même, quoi. Exactement. Juste elle assume. Tu dis ok, j'ai merdé, mais je vais faire mieux la prochaine fois. Et il y avait rien à dire. En plus, moi, il y avait vraiment rien à dire. J'aimerais bien le voir. Je suis dans une corbeille de la corbeille. C'est ça, d'accord. Si ça te dérange pas, j'aimerais parler rapidement d'équilibre pro-perso. Ouais. Je sais que tu as des enfants. Ouais. T'habites pas tout près d'ici. Ouais. Est-ce que ça a été un sujet pour toi? J'imagine que oui. Est-ce que tu as pris des décisions à un moment donné qui pourraient être éclairantes, pareil pour l'audience, sur comment justement mettre une limite, tu vois, entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Comment est-ce que tu organises ça? Est-ce que tu as des astuces? Enfin, tu vois, c'est un peu basique comme question, mais en gros, comment tu gères le fait d'avoir quand même ton Bertrand de chez toi, ta femme et tes enfants, et tout le reste de tes activités? Moi, je pense que j'ai... Concrètement, je sais pas si ma femme écoutera ce podcast, mais donc ça m'oblige à ne pas mentir et à dire strictement la vérité. Moi, j'ai flingué un peu ma famille. Je lui ai envoyé direct. Tu peux l'envoyer direct. Non, il faut que c'est au moins que c'est. Voilà, je pense que ton podcast avoir au moins l'exigence de la vérité de la vérité, c'est que moi vraiment j'ai flingué ma famille. Au tout début de Welcome to the Jungle, ce qui est très difficile. Je sais pas comment toi tu as vécu l'entrepreneuriat au tout début, mais t'as l'impression que ce que tu fais, ça a beaucoup plus d'importance que le reste. Bien sûr. C'est même la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui compte. Je ne pensais et vivais que pour et avec Jérémy. Je ne voulais absolument... on en chiait. Mais parce qu'en fait, c'est un tel effort, je pense, que tu n'as pas le choix. Si tu ne te dis pas ça, tu ne le fais pas. Exactement. Et moi, alors après, je ne parle pas beaucoup.
du travail quand on est dans le dur. Avec ma femme, elle s'appelle Marie, et je lui en parlais pas beaucoup. Et donc je pense qu'en plus je me disais de manière un peu peut-être je sais pas un peu conne, elle peut pas comprendre. À l'époque, parce que pareil, aujourd'hui elle est décoratrice d'intérieur, donc elle a monté sa propre boîte et tout, mais à l'époque elle travaillait pas pour elle, et donc je lui dis elle peut pas comprendre, l'entrepreneuriat c'est un truc, faut le vivre pour le comprendre. Donc je pense que je me sentais un peu seul dans ce truc là, et je me suis un peu isolé tout seul, mes enfants étant en très bas âge, et pour être parfaitement honnête, c'est pas ce qui m'intéressait le plus en tout cas, ça m'intéressait moins que ma boîte, voilà. Et moi, je suis pas partisan de ceux qui disent qu'ils montent leur boîte pour ça que je disais tout à l'heure, pour sauver le monde, etc. Je disais ça avec des pincettes, parce qu'au début, tu montes une boîte un peu pour toi quand même. C'est que moi, je l'ai fait de manière très égoïste. J'ai monté ma boîte, personne m'y a obligé. Je l'ai fait pour moi. C'était ton kiff, quoi. C'était mon kiff, c'était mon épanouissement personnel, mon sens dans le travail, je le trouvais là-dedans. C'était de me lever le matin, de retrouver Jérém et d'en chier. Voilà, c'était mon kiff, c'était ça. Et donc c'était très égoïste. J'ai préféré et c'est vrai, pendant quelques années, les 2-3 premières années de la boîte, j'ai préféré ma boîte à ma famille. Et c'est très dangereux. Et au-delà d'être dangereux, c'est pas normal. Et je le regrette énormément. Je suis pas sûr que si à refaire, je ferais pas la même chose, parce que je vois pas comment j'aurais pu faire autrement aussi, parce que je me suis investi pleinement, et je pense que c'est que comme ça que tu y arrives. En revanche, c'est là où c'est vrai que c'est terrible, c'est qu'il y a un moment, tu crois qu'il n'y a que ça qui existe, et qu'il n'y a que tes problèmes, et que je trouve qu'on vit dans un monde où, quand tu entreprends, il y a une espèce d'écosystème, ce mot est très à la mode, écosystème d'entrepreneurs, et donc tu ne vis qu'avec des entrepreneurs, et donc tu as l'impression que d'ailleurs tu te raccroches à eux, parce qu'eux vivent comme toi, donc finalement tu crois que t'as l'impression que c'est normal, quoi. T'as l'impression que c'est normal, mais en fait non. Moi c'est une époque aussi, j'ai perdu quasiment tous mes potes, parce que ils m'intéressaient moins, et voilà. Et donc t'as l'impression de marcher sur l'eau, t'as l'impression et puis tu te confortes aussi dans l'idée que t'es un mec un peu à part, que personne te comprend, et que toi t'es en train de changer le monde, mais pas eux. Enfin, t'as une espèce de truc un peu bizarre dans ta tête, alors que pas du tout, en vrai, au contraire d'ailleurs. Et donc ça, c'est vrai que ça a été c'est très, très difficile. Et d'ailleurs, les cicatrices, pour rien te cacher, il y en a toujours. Et que j'essaie de les penser petit à petit, parce que maintenant, j'ai retrouvé un équilibre. J'ai retrouvé, et donc, tu vois, ça veut dire que je ne l'ai pas toujours trouvé, au contraire. Et donc, j'ai retrouvé depuis quelques mois. Et donc, je te parle en mois et pas en année. C'est assez récent, cet équilibre-là, cette envie aujourd'hui de me recentrer sur l'essentiel qu'est ma famille. Je dis bien l'essentiel, et c'est pour ça que ceux qui entreprennent et qui sont jeunes parents, moi j'investis dans quelques entreprises, et il y en a certains, je sais, qui sont jeunes parents, et c'est vraiment la première mise en garde que j'ai pour eux. Je préfère qu'ils plantent leur boîte mais qu'ils restent avec leur famille que l'inverse. Et c'est trop important, et parfois oui, ça nous fait passer parfois à côté de l'essentiel. Alors l'entrepreneuriat, c'est génial, hein. À faire, je dis pas qu'il faut tous être entrepreneur, il faut tous monter sa boîte. Au contraire, je pense justement il faut avoir ça aussi en soi, mais en revanche, le prix à payer, parfois, en tout cas me concernant, il est très très cher, et c'est pas toujours facile, et j'ai fait aussi des sacrifices qui sont difficiles. C'est évidemment beaucoup moins voir ses enfants, de pas être là physiquement ou mentalement là pour eux, et aujourd'hui, même si j'ai retrouvé ça avec eux, parce que je pourrais plus vivre sans, mais ça a été très très compliqué. Donc moi, j'ai pas la réponse à ta question, qui est de dire comment trouver l'équilibre. L'équilibre, franchement, c'est facile. Je l'ai trouvé parce que la boîte aujourd'hui a une espèce d'inertie, et qui fait que ça roule, et que maintenant je peux trouver un équilibre. Mais jusqu'alors, j'avais pas trouvé cet équilibre, donc je n'ai pas la solution. Et même pire que ça, je suis un très mauvais exemple. Mais par contre, si je te dis ça en toute transparence, c'est vraiment pour moi c'est un point de vigilance. Pour les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs jeunes parents, ou de pas oublier, de pas passer à côté de l'essentiel, parce que faut savoir ce qu'on est prêt à perdre quand même, et si c'est sa famille, faut vraiment en être sûr. Mais je te remercie vraiment d'avoir partagé ça, parce que je pense que peu de personnes osent le dire, alors qu'en fait c'est très fréquent. Et tout ce cheminement dans lequel tu rentres, qui est un peu, pour moi, tu rentres dans un espèce de système de pensée complètement automatique, tu vois, qui s'entretient effectivement avec tes potes entrepreneurs, les levées de fonds et compagnie. Et à un moment donné, tu te rends plus compte de ce qui a vraiment de la valeur pour toi, parce que tu es tellement focus sur ta boîte. C'est ce que tu disais. Moi, je me rappelle, j'ai eu un moment un peu comme ça, où pourtant j'ai créé ma boîte avec mon mari, donc je le voyais beaucoup. Mais en fait, on se parlait, tu vois, on n'était même plus mari et femme, quoi. On était juste associés.
Et à un moment donné, on s'engueule comme du poisson pourri. Et là, je sais pas, j'ai eu un espèce de flash, tu vois, où je me vois hors de moi. Enfin, tu sais, le truc complètement comme si j'étais sous LSD. Où en fait, je me dis, mais attends, là, je suis en train de saboter complètement ma relation. Et en fait, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et c'est fou, en fait, parce que tu te rends compte à quel point tu peux être tellement dans le système que t'en oublies qui t'es. Exactement, t'en oublies qui t'es, exactement. Ouais. Et c'est là où, pour revenir justement à qui t'es, ça prend du temps. Hein. Moi, je me suis objectivement un peu perdu. Et donc il n'y a pas que du mauvais dans ce que je dis aussi, m'être perdu. On a créé quand même ça. Si on regarde aussi le côté l'autre pendant du truc, c'est qu'on a créé plein de jobs, des gens qui ont l'air plutôt bien dans leur boulot. On a créé une boîte qui a du sens et qui a un impact sur la vie de certaines personnes qui vont sur notre site. Donc non, il y a eu évidemment plein de choses vertueuses, mais ça passe par ça passe par évidemment des sacrifices, parfois que j'aurais pu éviter. Et puis on n'est pas forcément obligé d'aller si loin dans le délire. Moi, je pense que comme le problème, c'est que je pense que le profil des entrepreneurs sont assez extrêmes et on ne peut pas faire les choses à moitié. Donc, c'est peut-être assez caricatural ce que je dis, mais je pense que moi, pour avoir observé un peu de près ça, c'est qu'on est des gens qui sommes obligés d'aller très loin dans le truc, c'est jusqu'au boutiste dans l'histoire et qu'on ne peut pas faire les choses à moitié. Et donc, c'est vrai que ça oblige l'entourage à se plier à ça et à s'adapter ou pas d'ailleurs, et c'est compliqué, ouais. C'est très compliqué. Donc voilà, moi non, ma réponse n'est pas une réponse, mais plutôt un parcours de vie qui est peut-être éclairera. Je te remercie. 2 dernières questions. Est-ce que tu as une maxime ou des mots de sagesse ou une citation, une réflexion, juste quelque chose que tu n'as pas partagé et que tu aimerais partager? Alors, moi, j'ai pas... souvent, moi, on dit souvent des maximes, c'est souvent en anglais, c'est des trucs un peu anglo-saxons. Ça sonne toujours mieux en anglais. Ça sonne toujours mieux, et je me méfie un peu de ces trucs-là. Mais il y en a quand même une, mais même si elle est très porte ouverte, on a l'impression un peu c'est un peu gros sabot, mais la phrase est moins... Mais je vais te la dire quand même, je dis souvent « Don't kill people, kill the problem ». Moi, j'ai remarqué ça en fait qu'en général, je l'ai remarqué dans le management et même dans le rapport simplement d'employés. C'est que, je te donne un exemple tout con, c'est qu'on a une super nana qui était social manager au début chez nous et qui était nulle. Et je peux le dire, parce qu'elle est encore chez nous, elle le sait. Elle était nulle dans ce job, quoi. Elle était nulle dans ce job. Mais avec Jérémy, on se posait la question, on se dit, mais putain, c'est con, parce que quand même, cette fille, elle est tout sauf con. Quand on lui parle, elle est géniale. On s'en fait, elle a tout, quoi. Elle a les yeux qui pétillent. Et pourtant, c'est vrai que voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'on pourrait très vite se dire, elle est nulle, donc elle part, on la vire. Ouais. Et en fait, on se dit, mais peut-être qu'on lui crée pas le bon environnement, peut-être qu'elle a pas le bon métier, peut-être qu'en fait, qu'on se disait tout à l'heure que le social manager chez Welcome to the Jungle, c'est pas le même métier que chez Gemio, peut-être que le social manager chez toi, alors elle était top. Ouais. En tout cas, chez nous, elle était pas bonne. Mais et en fait, à ce moment-là, on devait créer le pôle événementiel. Et on lui a dit, tu sais quoi, je pense que tu serais pas mauvaise là-dedans, on va créer le pôle événementiel, et si tu veux, on te le file. Vas-y, go, carte blanche. Alors qu'elle sortait d'un échec assez cuisant qui était de dire c'est incroyable. Et elle a relevé le défi haut la main. Et aujourd'hui, elle dirige le pôle événementiel avec pas mal de personnes, une belle équipe et des super projets d'événements chez nous. Et elle cartonne. Et elle est super. Cet exemple, il est tout con, mais ça montre à quel point on a tendance parfois à assommer les gens, à leur mettre la tête sous l'eau et à dire mais t'es la mauvaise personne, t'as rien à foutre là, mais t'as pas le cerveau bien fait, etc. Alors qu'en fait, c'est juste celui ou celle qui doit se remettre en question, c'est la boîte. C'est est-ce que tu as eu l'exigence de lui créer le bon écrin ou le bon environnement de travail? Est-ce que parfois tu c'est ta responsabilité, toi, d'employeur, de faire en sorte que cette personne soit bien. C'est de dire, est-ce que tu as fait le bon recrutement? C'est pas est-ce qu'elle s'est gourée dans son approche? C'est est-ce que toi, tu l'as recruté pour le bon job? Non, mon pote. Donc voilà, je pense que tu t'es planté et qu'en fait, elle pourrait être bien meilleure dans autre chose. Et d'ailleurs, elle l'a prouvé. Et donc voilà, c'est un exemple tout con et tu peux en prendre plein d'autres. Même, tu n'as pas besoin de forcément prendre ce rapport de management. Moi, le rapport que je peux avoir dans People Talk is the Problem, c'est de dire que souvent, c'est que le sens de travail, parce qu'on parle beaucoup de quête de sens dans son travail, c'est dire souvent on dit c'est la personne n'est pas bonne dans son travail ou elle est pas bonne à l'école, etc. Mais simplement parce qu'en fait elle a pas trouvé ce qu'elle a envie de faire ou on lui a pas donné les bons outils pour ça. Elle est pas dans la bonne case. Elle est pas dans la bonne case, etc. Et donc le problème il est pas qu'elle est pas bonne. Le problème c'est qu'elle est pas au bon endroit.
Et c'est souvent ça qu'il faut se poser comme question, je pense, aujourd'hui, dans les gens qui ne sont pas épanouis dans leur job. C'est pas forcément peut-être leur boîte qu'on doit remettre en question, mais simplement peut-être l'équipe dans laquelle elle est, et le job pour lequel elle travaille, ou peut-être justement l'environnement. Peut-être qu'elle doit penser à changer de chemin d'entreprise, mais que c'est pas elle ou lui qui doit se remettre en question. C'est pas la personne qui doit forcément se remettre en question. Alors il faut aussi parfois déculpabiliser, se dire attends, il n'y a pas que moi, c'est peut-être pas moi le problème. C'est peut-être pas moi. Oui. Et moi, je le dis aux gens dans la boîte, quand vous avez des problèmes ici, chez vous, vous dites pas toujours que c'est de votre faute. Au contraire, venez nous dire, peut-être parce que c'est sûrement d'ailleurs, et je le dis souvent, c'est sûrement de la nôtre. Voilà. Et je pense que on parlait tout à l'heure du rôle aussi des dirigeants et de l'entreprise. Je pense que l'entreprise a ce rôle de se remettre perpétuellement en question et d'être dans le doute de l'expérience qu'elle propose à ses salariés et de se dire et de ne pas être dans l'erreur. Parce que c'est souvent on passe à côté de super histoires et cette fille-là, je suis sûr on était à un doigt, pour pas dire un ongle, de passer à côté d'une super histoire avec elle. Et aujourd'hui, on a créé un truc génial. Écoute, c'est hyper inspirant, ça donne envie de bosser pour vous, j'ai envie de dire. Ouais, c'est cool, c'est cool. Dernière question, les livres ou le livre qui t'ont le plus marqué, qui t'ont le plus touché. Alors, si t'es pas trop livre, ça peut être un film, tu vois, ça peut être autre chose. Mais non, mais un livre, un peu pour rester en cohérence avec ce qu'on disait sur le fait de pas toujours se sentir à sa place ou le fait que moi j'étais un gros cancre à l'école. J'en suis aucune fierté, mais c'est un fait. Il y a un livre qui m'avait énormément marqué, qui a eu un impact énormément aussi dans ma vie, qui s'appelle Chagrin d'école de Daniel Pénac, qui était lui, qui est un auteur et un écrivain reconnu aujourd'hui, et d'ailleurs j'adore son style d'écriture, et qui était qui est une biographie qui explique son parcours d'écolier, et qui était une nulle à l'école, et à quel point ça l'a cassé. Et à quel point on lui disait qu'il était con, et ses parents avaient honte de lui, ça a brisé son enfance, être nul à l'école. Là. Donc évidemment, moi je me suis reconnu énormément là-dessus, dans son parcours. Et ça a eu un enseignement très fort pour moi, c'est que quand j'ai lu son livre, je me suis dit on n'est pas obligé de devenir n'importe quoi et n'importe qui. Parce qu'on est nul à l'école et qu'on peut trouver sa voie. Et je lui dis, lui, il a trouvé sa voie en tant qu'écrivain. Et pourtant, il sait très bien écrire, alors qu'apparemment, il avait des notes de français de merde. Donc je me suis dit, on peut devenir apparemment quelqu'un, et surtout pas quelqu'un dans le sens propre, valorisé, ou dire c'est quelqu'un, c'est-à-dire qu'il a trouvé son truc à lui, qu'est l'écriture. Et donc ça m'a amené là-dessus. Je me dis, et pourquoi pas moi l'écriture, la créativité, etc. Et donc c'est là où j'ai commencé à écrire. Donc c'est à partir de ce livre-là, donc ça a un peu changé ma vie. Et puis de me dire que il fallait que si cette envie profonde de me dire que moi j'avais une chance inouïe, c'est que le destin s'était un peu occupé de moi et qui m'avait mis dans des dispositions assez exceptionnelles dans ma vie, et il fallait que je fasse en profiter le plus grand nombre. Et je pense que Welcome a été finalement, sans le savoir, finalement la meilleure des manières de pouvoir concrétiser tout ça. Et je m'en étais pas rendu compte à quel point j'avais envie justement de faire en sorte que, après ce livre, que j'ai envie que ce livre ne me parle pas qu'à moi, et que pour tous ces gens qui n'ont pas forcément trouvé leur voie, et d'ailleurs il y a des gens très bons à l'école aussi qui ne trouvent pas forcément leur voie aussi. Mais en tout cas, c'est même souvent le cas aussi. Exactement. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à faire passer ce message au plus grand nombre, et qu'on doit avoir cette exigence-là de trouver ce qui nous plaît et ce qu'on a envie de faire. Voilà. Bertrand, merci pour tout. Merci Pauline, merci à toi. Si on te cherche sur le monde merveilleux du web, quel est le meilleur endroit pour te trouver, te stocker, te suivre? Donc on va bientôt découvrir tes nouvelles activités. Ouais, ça, c'est pas pour tout de suite. Écoute, non, j'ai un petit compte Instagram. Ouais. Honnêtement, je suis pas très réseaux sociaux. J'arrive pas encore à faire des stories, des trucs. Enfin, j'en fais quelques-unes, mais c'est pas. J'ai vu, il est marrant quand même. Il est marrant quand même ton compte. Ouais, non, mais il y a quelques trucs. Voilà, mais là, je vais commencer à le nourrir un peu, parce qu'il y a des trucs qui vont arriver. En fait, je marche un peu par actu, donc c'est pas tout le temps. Donc voilà, c'est plutôt Instagram, et puis sans vouloir mettre en avant Welcome to the Jungle toutes les 2 heures. C'est vrai que finalement ce qu'il y a de plus, que là où on voit le plus, c'est les idées qu'il y a derrière. Bien sûr. Et notamment pour celles et ceux qui n'auraient pas vu, j'en ai pas parlé, on n'a pas eu l'occasion, mais Bertrand Recrute notamment. Quand même très très drôle, et donc la série où on peut te voir en vrai en train de... La prochaine série s'appelle Fail, voilà. D'accord. Je campe avec Fred Testo, et c'est un espèce de SAV d'annonce des lycées Moon, c'est un mélange des deux. C'est assez génial. Marrant. Donc j'espère que c'est assez marrant, je dis ça, mais je lance peut-être un peu. Peut-être qu'on va dire que t'es mauvais. Écoute, peut-être que le retour sera là, et là je vais rechialer, mais je rebondirai. C'est ça. J'espère.
Merci Bertrand. Merci Pauline, très vite.